Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de bien vouloir prendre place. Merci d'être venus aussi nombreux un vendredi après-midi. Alors, c'était pas gagné, mais on a de la chance, il pleut. Donc, il n'y a strictement aucune raison d'aller en week-end à la campagne. Bienvenue, nous sommes là pour une après-midi d'information, de réflexion, de partage d'expériences, et ça grâce aux tables rondes, à propos d'une norme qui est entrée en vigueur le 1er janvier, le CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive en bon français, l'obligation de reporting des performances extra-financières. Pour commencer cet après-midi, on va faire un petit sondage. Alors, en ce moment, c'est assez tendance, mais c'est pour mieux connaître l'audience et ça va aider nos panélistes à mieux vous servir. Alors, je vais vous demander, à main levée, on va peut-être remettre un tout petit peu d'éclairage dans la pièce. Qui est responsable RSE ou finance corporate ? Merci. Qui seraient investisseurs plutôt ? Financiers, investisseurs ? Ah, très peu. Monsieur, bravo. Et qui fait partie de ce vaste écosystème de conseils aux entreprises. Voilà, vous êtes en majorité. On se reconnaît tous. Bienvenue, on va tous passer l'après-midi ensemble. Voilà, merci. On le voit, les grandes... Pardon, c'est bon. Les grandes entreprises sont assujetties depuis le 1er janvier à cette norme, et puis ça va s'étaler, et progressivement toutes les entreprises jusqu'aux PME vont devoir appliquer la directive d'ici à 2026. Alors il y a des débats absolument partout. Ça mobilise les dirigeants, tous les C-level, les responsables RSE, on en a quelques-uns dans cette salle, les directions financières. Et donc Greenly a voulu réunir tous les acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre de CSRD pour apporter des réponses claires à vos questions et surtout des questions de méthodologie, et ça va aider à peu près tout le monde. Alors on pourrait disserter à l'infini sur la complexité, j'ai lu beaucoup d'articles sur la complexité de cette nouvelle réglementation, la notion de double matérialité, la difficulté de collecter, de stocker, de traiter toutes les données pertinentes, mais surtout, ici, cet après-midi, on va parler des opportunités en termes de compétitivité pour les entreprises et d'attraction des talents. Ce qu'il faut savoir, et je l'ai vécu dans une autre vie, j'ai été journaliste très longtemps, j'ai suivi la transition digitale. On a eu 20 ans de transition digitale des entreprises, ça a profondément changé la nature des entreprises. On va vers les 20 prochaines années, c'est la transformation, j'allais dire, environnementale, sociétale et énergétique. Et là, si on ne fait pas cette transformation, on risque de rester au bord de la route. Alors Greenly a décidé de s'emparer de ce sujet aujourd'hui. Greenly, qu'est-ce que c'est ? Vous le connaissez depuis plus de 5 ans. Greenly est le leader mondial du bilan carbone digitalisé. Il a déjà plus de 2000 clients à travers 15 pays et il leur permet de s'engager dans une trajectoire de réduction de leur empreinte carbone. Greenly a développé une suite climatique qui unifie tous les services permettant de réussir sa stratégie climat. Et aujourd'hui, désormais, Greenly accompagne les entreprises dans la mise en œuvre et la conformité avec la norme CSRD. Alors, cette journée ne pourrait pas exister sans nos 23 partenaires. Je ne vais pas tous les citer, vous les avez là, donc vous pouvez tous les voir. Je vais en citer quelques-uns. Madines, Novetic, la French Tech, France Digital, Bilab France, SIA Partner, le comité Richelieu. Merci. Merci pour leur soutien. Nous sommes ensemble pendant 4 heures pour explorer toutes les facettes du sujet. Je vais vous donner un petit peu le timing. La première table ronde, nous allons parler de la nécessité de s'engager dans cette transition environnementale et sociétale, CSRD. C'est un petit peu le pourquoi le CSRD. La deuxième table ronde, nous examinerons en quoi les innovations technologiques et notamment l'IA générative, tout le monde parle de l'IA générative, mais ça va bien aider tout le monde, surtout dans la manipulation et la collecte des données et la mise en œuvre. Ça permettra de faciliter la mise en œuvre du CSRD. Et là, c'est un petit peu le comment est-ce qu'on fait ça. Nous aurons une pause, bienvenue, 10 minutes. Voilà, on pourra prendre rapidement un café et revenir dans cette salle pour assister à la troisième table ronde autour d'un sujet un petit peu épineux, c'est le CSRD est-il un fardeau de plus pour les pauvres PME ou au contraire un levier pour grandir ?
Et là, c'est la question du qui le met en œuvre. Et enfin, quatrième et dernière table ronde, les intervenants des grands groupes qui, eux, sont déjà dans le CSRD, nous donneront les premières leçons de la mise en place du CSRD. À la fin de chaque table ronde, nous aurons une courte séance de questions-réponses, pas plus de 2 ou 3 questions et réponses. Nous allons débuter cet après-midi de table ronde avec les 4 modérateurs de talent. Damien Brise-Montier, qui est responsable finance durable chez France Invest. On aura après... Bonjour Damien. On aura après Aurélie Pasquier, journaliste économique chez Madines, qui est partenaire. Margot Flamand, Scale-up Manager chez France Digital. Et puis Philippine Dolbeau, conférencière et animatrice de Women Forum 2023. Je leur cède immédiatement la parole. Merci Enguerrand. Je pense que je peux accueillir mes 4 panélistes à monter sur scène. Alors, pour débuter cet après-midi thématique, j'ai le plaisir d'être accompagné de 4 panélistes experts du sujet, par ordre alphabétique. Adam, Chief Sustainability Officer chez 7-2, si 2048, en 30 secondes. Normalement, ils sont branchés. Là, oui, c'est mieux, pardon. Merci. Donc effectivement, Dominique Adam de chez 7-2, Chief Sustainability Officer ou directrice développement durable. 7-2, c'est un fonds d'investissement. On investit en Europe, en France, dans le Benelux, en Italie, en Allemagne. On gère 5 milliards, on a 27 sociétés en portefeuille, on est actionnaire majoritaire, qui n'est pas un détail moindre quand on parle de la CSRD. On est sur des PME et des ETI, sur 2 verticales qui sont la tech et l'autre sur les services financiers, le service sur la transition énergétique. Voilà, donc un fonds à Paris de 80 personnes. Merci Dominica. Ensuite, Anne-Claire Collomb, partenaire et CSO chez Bliss. Bonjour à tous. Oui, donc je suis partenaire et CEO chez Bliss. Bliss, c'est un fonds d'investissement également. C'est un beau panel d'investisseurs aujourd'hui. On a 400 millions sous gestion. On investit principalement en venture capital early growth, donc à partir de la série A, mais avec un sweet spot série B, série C. Et nous, en fait, notre force et notre différenciation en tant qu'investisseur, c'est quand on investit dans les entreprises, de les accompagner dans justement toute leur transition RSE, la mise en place de KPIs et la définition d'un business model durable et résilient avec toute la définition d'une mission qui intègre en fait tous les enjeux sociétaux et environnementaux de demain. Gossard, partenaire chez Serena. Oui, bonjour à tous. Donc, Eric, je suis un des partenaires de Serena, qui est aussi un fonds d'investissement, avec un positionnement un petit peu plus early stage que celui de Bliss. On va s'intéresser plutôt à des sociétés qui vont être ce qu'on appelle en pré-seed jusqu'à la petite série A. Historiquement, plutôt dans la tech. On a levé, le fonds a été monté en 2008. On a levé quasiment 1 milliard depuis le lancement du fonds, avec une logique très entrepreneuriale et ce qu'on appelle hands-on, donc vraiment comment on peut accompagner les sociétés sur un ensemble de sujets. Historiquement plutôt orienté sur comment on peut accompagner sur la structuration des sales, du marketing, du produit, etc. Et de plus en plus sur les objectifs de durabilité des sociétés. Et j'ai la chance d'avoir pu lancer il y a 2 ans au sein de Serena un fonds d'impact, donc l'article 9, en collaboration avec Make Sense, qui est une association dans l'impact et qui s'intéresse encore plus donc, à l'impact sur 3 thématiques, l'environnement, la santé et l'éducation. Et on fait tout un tas de choses, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci Eric. Et Imen Maharsi, qui n'est pas une représentante de fonds. Non, bonjour. Maintenant, je vais représenter les clients des fonds, à savoir finalement les acteurs institutionnels qui investissent dans ces fonds. Et vous allez voir qu'eux aussi font partie des nombreuses personnes qui sont intéressées par la mise en place de cette directive. Je représente aujourd'hui un cabinet de conseil en stratégie,
européen qui s'appelle Indéfi, et plus particulièrement la practice finance durable. C'est une équipe d'un peu plus de 80 personnes, dont 25 spécialisées sur les sujets de finance durable, spécifiquement au service de l'industrie de l'asset management, donc d'un côté investisseurs institutionnels et puis de l'autre des fonds d'investissement, pour les aider à réfléchir, c'est la première chose qu'on fait, et ensuite concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement, des stratégies d'investissement qui tiennent compte ou qui intègrent ou qui poussent très fortement ces enjeux autour de la sustainability ou de l'impact. Voilà. Merci Imen. On est la première table ronde de la journée, enfin de l'après-midi sur ces 4 tables rondes. Est-ce qu'en 2 minutes, pour cadrer la CSRD, tu peux faire un petit panorama high level des grands principes Ouais. Alors, merci beaucoup. Pour démarrer, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le conseil, dans la pièce. Il y a également beaucoup de personnes qui sont des responsables RSE ou responsables financiers. Donc, il est fort à parier qu'en venant aujourd'hui, vous aviez déjà fait un certain nombre de recherches, d'analyses et que vous avez déjà, disons, le niveau de départ. Je vais me permettre de prendre 1 minute 30 maintenant pour poser 2-3 principes qui, je pense, sont vraiment intéressants et importants à noter et qui, je l'espère, vont vous inviter à changer un tout petit peu de regard, peut-être, sur cette fameuse réglementation. Pour moi, elle est presque mal nommée, la CSRD, en fait. Parce qu'on parle de directive de reporting. Pour moi, c'est une directive qui utilise la transparence comme moteur pour la transformation des entreprises. Donc, elle pourrait s'appeler CSTD et pas CSRD, dans la mesure où il s'agit, par la mise en place de méthodologies et d'une approche qui intègre les enjeux à court, moyen et long terme, financiers et également non financiers, en termes d'impact positif, négatif, qui sont produits par l'entreprise, mais également qui sont subis par l'entreprise, de remettre à plat, de manière assez fondamentale, les principes, les méthodes, les produits, les services, l'organisation des PME européennes. Et ça va toucher, en fait, là, ça a déjà commencé et ça va toucher d'ici à 2028 près de 50 000 entreprises en Europe. Donc, c'est pas du tout anodin. Maintenant, pourquoi est-ce que je parlais de mal nommé? C'est que, en fait, le moteur, c'est de dire, par l'établissement d'une série de méthodes et de processus qui sont d'ores et déjà normés dans cette directive, et par la fourniture et la communication sincère et honnête et validée par des tiers, non seulement sur les résultats de ce processus d'analyse, mais également la façon dont le processus a été mené, eh bien, ça va conduire tout un tas d'acteurs, tout un tas de parties prenantes, bien sûr vos clients, vos fournisseurs, vos salariés, mais également vos investisseurs, mais également les investisseurs de vos investisseurs, soit à la main, soit via des conseils, et bien sûr via l'IA. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de boîtes qui vont développer des moteurs d'IA pour aller capturer toutes les informations publiques, pour mettre quelque chose qui s'appelle la transparence dans des marchés privés où, pour le coup, eh bien, la donnée, la lisibilité de la donnée, pour l'instant, est quand même perfectible. Et tout ça dans un but, lequel, eh bien, c'est de progresser de manière sincère et assez fondamentale sur une trajectoire de durabilité. Donc, voilà sur le principe général. Et si vous repartez avec une chose de cette début d'après-midi, c'est que l'intention, c'est de communiquer pour transformer, pas juste de reporter. Merci beaucoup, Imen. On va revenir justement sur cette volonté de transformation versus un simple exercice de conformité. Et comme on a la chance d'avoir 3 investisseurs sur le plateau, et que dans l'assistance, il y a peu d'investisseurs, et vous n'êtes peut-être pas tous familiers du rôle des fonds, de comment est-ce qu'ils intègrent aujourd'hui l'ESG. Ils n'ont pas attendu la CSRD pour accompagner leur participation à se transformer et à transitionner. Il semblait opportun de prendre quelques minutes, justement. En plus, on a des investisseurs de fonds différents, qui puissent vous donner quelques exemples concrets et un éclairage sur aujourd'hui dans la pratique, comment ça fonctionne l'intégration de l'ESG dans les décisions d'investissement et concrètement auprès des participations. Qu'est-ce que vous regardez? Comment ça se suit? Anne-Claire? Je peux le lancer. Alors, en effet, ce que disait Imen,
vraiment au cœur du sujet. CSRD, c'est 50 000 entreprises, mais comme CSRD a pour vocation de toucher toutes les parties prenantes, directes et indirectes, au final, ça va toucher indirectement énormément d'entreprises. Donc, même les entreprises qui, à la base, ne sont pas directement dans le scope CSRD et dans la définition et dans les seuils bien compliqués de la Commission européenne qu'on connaît bien. Et aussi un point d'introduction donc, sur les pratiques des fonds. Il faut savoir que la CSRD, c'est la phase 2 du Green Deal européen. Et que ça vient juste après la SFDR. SFDR qui en fait a été la première mesure de la Commission européenne et qui est venue demander en fait aux banques et aux fonds d'investissement de rendre compte de leurs pratiques d'investissement et de comment en fait ils suivaient leur impact indirect au niveau de leur des participations qu'ils finançaient. Donc ça fait plusieurs années, ça fait maintenant 4 ans que la plupart des fonds d'investissement travaillent activement à SFDR, à la mise en place, etc. Donc, c'est déjà intégré dans nos pratiques d'investissement. Par exemple, si je parle de Bliss, nous, on est arrivé à un point aujourd'hui. Donc, on s'est adapté à la SFDR, on a avancé comme toutes les boîtes qui vont se mettre sur la CSRD. Vous n'allez pas faire un exercice parfait la première année, il y aura une tolérance, etc. SFDR, ça a été la même chose. On a tous évolué. Il y a beaucoup de fonds qui se sont classés, surclassés à un moment, qui se sont déclassés. Et les fonds ont travaillé en fait toute leur approche ESG depuis 4 ans maintenant pour développer des frameworks, intégrer dans leur due diligence la revue justement de toute cette matérialité, cette double matérialité, donc celle qui va impacter l'entreprise, mais les impacts aussi qu'a l'entreprise à l'extérieur. Donc en fait, quand vous avez un fonds d'investissement aujourd'hui qui vient voir une société, que ce soit en tout cas early growth, comme nous, ou même un peu plus mature, c'est des choses déjà qu'on regarde. Donc c'est vraiment, on va dire, le marché du financement aujourd'hui des entreprises est déjà prêt à accompagner les sociétés à la CSRD. Dominica ? Oui, peut-être pour compléter, je pense que c'est vrai qu'effectivement, ça fait un moment qu'on travaille cette question de transparence, mais que quand même, moi, j'observe que dans mon portefeuille, de manière générale, la maturité n'y est pas encore. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ne savent pas trop ce que c'est la RSE ou le ESG, la sustainability. Il y a pas mal de mots différents qu'on utilise. Et finalement, cette réglementation, elle est venue pour aider et essayer d'accélérer un peu plus ce qu'on peut faire en entreprise en donnant un cadre peut-être plus clair, plus simple. Ça fait longtemps que les sociétés cotées regardent ces sujets-là. Il y avait la loi NRE en France en 2002 qui demandait de reporter les données environnementales. Donc le reporting existe depuis un moment. Et sur des questions matérielles aussi, je veux dire, ce que les principes de la CSRD sont là depuis longtemps, mais malheureusement, on a dû mettre en place une réglementation plus globale pour accélérer et renforcer le professionnalisme derrière, parce qu'il fallait que les données extra-financières soient comparables pour se rapprocher des données financières aussi, qu'elles disent des choses concrètes sur une entreprise pour aider les investisseurs, mais tout le monde, finalement, de mieux comprendre comment cette société-là, par rapport à une autre, performe mieux sur des données extra-financières qui apportent aussi de la valeur de l'entreprise et disent des choses sur cette entreprise. Donc chez nous, chez Seven2, on intègre, donc effectivement, on est soumis à la SFDR, on a des fonds, mais on est un fonds plutôt mainstream, c'est-à-dire qu'on est article 8, 8+, on n'a pas de vocation d'impact spécifique, mais on a des poches d'investissement durable, mais on a une approche très robuste d'intégration dès le processus d'investissement. Effectivement, on va screener les entreprises pour voir s'il n'y a pas des risques et des opportunités, pour s'assurer que l'asset dans lequel on va investir, on ne veut pas de risque, mais qu'on trouve surtout qu'il y a un potentiel de transformation intéressante. Mais le gros du travail qu'on fait, c'est l'accompagnement dans la création de valeur, parce qu'on voit vraiment ce sujet comme un axe de création de valeur sur la résilience, mais pourquoi pas sur la création de top line et sur l'amélioration des coûts et surtout aussi l'accès au capital. Donc on va travailler main dans la main avec les sociétés du portefeuille. On a une stratégie avec 9 objectifs qui sont nos fondamentaux. Développer une stratégie, mettre en place un plan de décarbonation. Mais on ne va pas dire mettez en place un plan de décarbonation. On choisit un prestataire privilégié qu'on va ensuite accompagner avec la société du portefeuille. Et on est présent dans les meetings pour s'assurer que du bilan carbone, on définit un plan d'action et une trajectoire. Donc on est très investi parce que pour nous, c'est cette phase de transformation sur les sujets matériels, de nouveau, qui sont très utiles. Et c'est là que la CSRD, je pense, va pouvoir nous aider à accélérer la définition de stratégies robustes
sur lesquels on compte aussi transformer, créer de la valeur. Et pouvoir le valoriser, bien entendu, à la sortie, hein, parce qu'effectivement, il y a un marché, non, la société évolue, les besoins des clients changent, les attentes ne sont pas les mêmes, et il faut qu'on puisse aussi expliciter, démontrer de manière factuelle, concrète, de manière stratégique, ce qu'on a pu faire pendant les 5 ans où on est au capital, pour qu'un futur acheteur ait une bonne visibilité sur ce qui a été fait et qu'on puisse l'intégrer dans ce qu'on appelle notre equity story, notre story de sortie à la fin. Donc voilà, c'est là déjà depuis un moment, mais je pense que la CSRD peut nous aider à accélérer encore ce qu'on fait avec le portefeuille. Merci beaucoup, Dominica. Et peut-être Eric, un petit mot sur justement la particularité aussi de Racine Carrée, qui est un fonds d'impact. Oui, je voulais aussi compléter sur la partie, je pense qu'il y a une question de philosophie aussi. Je pense que c'est vrai qu'il y a une vraie différence de maturité dans les sociétés qu'on peut financer, mais il y a aussi encore une vraie différence de maturité au sein des fonds d'investissement, même si effectivement c'est des contraintes réglementaires qu'on a avec la SFDR et qu'on a tous globalement appliquées. Il y a encore une philosophie qui peut être celle du tick the box, et donc je collecte la donnée et en fait ça m'intéresse pas tant que ça. Et il y a la philosophie qui est un réel intérêt avec comment je peux maximiser la performance extra-financière et donc maximiser le pilotage de ces données ESG. Et je pense qu'un des enjeux pour moi, pour les fonds, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'est équipé dans la philosophie tick the box d'un responsable RSE, mais c'est finalement comment les équipes d'investissement sont elles-mêmes formées à ces enjeux-là. Parce que sinon, on passe à côté de l'exercice. C'est-à-dire qu'à la fin, on fera une note d'investissement où, au dernier moment, on rajoutera un paragraphe sur la partie RSE en disant « Ah oui, est-ce que c'est quand même RSE ? Ok, c'est bon. » Et c'est là où je trouve qu'il y a encore des grosses différences de maturité dans l'approche des fonds. Je ne vais pas dire qu'on est parfait, évidemment. Je vais le dire, on est parfait. Non, on a évidemment encore beaucoup de boulot, mais je pense que il y a cette philosophie-là de formation des équipes d'investissement qui, pour moi, est clé pour le pilotage de la RSE. Et là, on va revenir sur ces questions de pédagogie, justement, et d'acculturation. Et justement, tu as parlé de l'exercice Tick the Box. Est-ce que la CSRD, c'est juste un simple exercice Tick the Box de conformité ou, au contraire, un exercice qui va permettre une vraie transformation profonde du business model, de la stratégie de l'entreprise? Rapidement, enfin, sur la CSRD, on est à une directive d'une 60aine de pages, 330 pages pour les ESRS, qui sont les normes de reporting de durabilité, une centaine de Q&A, 3 guides, 1200 data points. Bon, ça, c'est le cadre normatif qui fait peur un peu à tout le monde. Je sais pas, il y a des financiers dans la salle, les normes comptables, les normes fiscales, les normes juridiques, c'est très compliqué aussi, et pour autant, ça ne nous empêche pas de dormir, tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, oui. On peut se faire peur, et on peut aussi respirer, et puis se dire, OK, on réfléchit à quoi ça sert, et puis on prend les choses dans le bon ordre. Donc, voilà. Bien se passer. Et justement, quand on a respiré et quand on a la tête froide, comment est-ce que justement on arrive à faire de cet exercice un vrai exercice de levier stratégique, avantage concurrentiel ou compétitif? Imen, Oui, alors en fait, je trouve que tout ce que disaient Anne-Claire, Eric et Dominica est assez représentatif de comment, finalement, au-delà d'investisseurs, toute entreprise pourrait se saisir du sujet si on regarde au-delà de juste la question de la conformité, ou si on regarde aussi au-delà de juste dans les 3 à 5 ans. Si on reconnaît collectivement qu'on entre dans une nouvelle ère climatique, quand même, cette directive, elle reconnaît ça, hein, juste. Si on reconnaît que les façons d'opérer, les façons de développer une entreprise, les façons de reconnaître une quantité de profit qui soit considérée comme durable, c'est-à-dire qui dure dans le temps, pas durable au sens sustainable, au sens pérenne. Si on reconnaît que les conditions pour opérer sont en train de changer, on peut tout à fait regarder la CSRD comme une opportunité, qu'on soit détenu par un fonds ou qu'on ait un COMEX privé, enfin une détention, un actionnariat privé, qu'on soit une start-up qui n'est même pas encore levée de fonds, mais qui veut se positionner comme étant potentiellement une cible d'acquisition pour des acteurs qui veulent pivoter positivement leur modèle économique ou leur modèle d'impact à court, moyen ou long terme. Finalement, c'est de réfléchir à quelles sont les façons, quels sont les sujets pour lesquels mon entreprise, mon modèle économique est soit le plus directement affecté par ce qui va se passer dans cette entrée dans cette nouvelle ère climatique. Donc concrètement, les consommations de ressources. Concrètement, est-ce que je vais pouvoir continuer à
dépendre dans mon activité pour que mon modèle économique tourne de conditions de rémunération qui sont quand même très 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 serrées dans un bassin économique où le turnover est quand même significatif. A fortiori, si je suis dans une zone où il y a des conditions climatiques qui se détériorent, donc est-ce que les gens vont continuer à rester à habiter ici? C'est ce type de questionnement-là qui permettent, via la CRCD, de se poser des questions de fond. Deuxième niveau, et pourquoi c'est pas juste un tic de box, c'est en quoi est-ce que ça peut permettre de créer des réponses durables au sens pérenne, c'est de se dire, OK, comment est-ce que, quel est mon pronostic, entre guillemets, de ma capacité à faire bouger mon modèle? Est-ce que je peux continuer à vendre les mêmes produits et services, mais simplement, je vais les vendre à d'autres catégories de clients qui peut-être vont pouvoir collectivement mieux valoriser tous les efforts que je fais moi d'un point de vue RSE pour bien traiter mes salariés, pour les former, les faire grandir, bien les payer. Parce qu'on parle beaucoup de la partie climatique, donc j'insiste un peu sur la partie RH. Social, ouais. Les deux sont intimement liés. Et pour les experts en sustainability ici, je pense que vous le savez, mais ça va mieux en le disant. Et donc, comment est-ce qu'on peut valoriser par la top line, par le haut, et être mieux évalué dans de futurs appels d'offres? Parce que les grands groupes, eux aussi sont en avance de phase, et donc eux aussi doivent démontrer que dans leur scope 2 et dans leur scope 3, ils choisissent des acteurs qui vont dans ce bon sens. Bref, toute cette posture un peu tactique, d'anticiper et de réfléchir un tout petit peu en avance, pour se dire, OK, je me donne 3 ans pour être le mieux scoré dans tel et tel et tel indicateur, non pas juste pour le plaisir de progresser, mais parce que je me donne les meilleures chances de pouvoir soit protéger la pérennité de mon entreprise, soit potentiellement devenir une cible attractive, une cible de rachat attractif pour des scale-up, ou voire des groupes ou des PME détenus par des fonds ou des corporates qui vont vouloir être intéressés par racheter un acteur, une TPE, PME, qui aura été très, très en amont là-dessus. Et donc, les choses qu'on fait quand on a un cabinet de conseil en stratégie, c'est de construire un first mover advantage, donc un avantage de l'acteur qui bouge en premier. Et je pense que c'est vraiment l'opportunité qu'on peut faire quand on regarde la CSRD de cette manière-là. Très clair. Dominica, est-ce que justement, parmi les 3 investisseurs autour de la table, il me semble que tu as 20 participations sur 27 qui sont concernées directement par CSRD. Est-ce que ce que vient de dire Imen, est-ce que le top management board arrive à s'acculturer? J'aimerais bien, pas tout de suite, pas tous. Mais le challenge, c'est sympa. C'est l'objectif, bien sûr. Mais effectivement, on en a 20 sur 27, donc ça fait quand même une grosse partie de notre portefeuille. Et puis, on n'a pas attendu la CSRD pour travailler avec eux sur ces sujets-là. Moi, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et de toute façon, c'est comme ça qu'il faut regarder cette réglementation. Sinon, c'est pas la prendre du bon côté. Il faut en voir le côté de définition d'enjeux matériels documentés, parce que c'est pas si simple d'arriver à ces enjeux matériels. Donc, qui sont les enjeux clés RSE de l'entreprise. Donc, du coup, quelque part stratégiques, sur lesquels derrière on va définir une gouvernance, des plans d'action, mettre des ressources, et ça devrait les intégrer dans l'ensemble du business. Donc c'est une réflexion plutôt saine à avoir, avec un cadre qui est structurant. Et le fait de devoir se poser cette question et qu'il y a une obligation réglementaire, ça force quand même l'entreprise à faire quelque chose, parce qu'elle est obligée de reporter des choses. Donc c'est structurant. Et du coup, les personnes qui vont s'impliquer sur ces sujets-là, et on essaie d'avoir des responsables RSE, mais on n'en a pas toujours. Donc c'est aussi une façon d'éduquer en interne, de faire comprendre ces sujets-là. Ça va amener des discussions très opérationnelles, très concrètes. Hier, on avait un workshop, on travaille notamment avec Ici et Demain, et on a défini un programme collectif. Donc on fait travailler plusieurs sociétés du portefeuille entre elles. Et on avait notre 3e session collective, et on parlait on travaille des sujets de chaîne de valeur. Donc qu'est-ce qu'est la responsabilité de l'entreprise, quelle est celle de sa chaîne de valeur. Donc c'est très intéressant de se dire, moi je suis responsable de ça dans un premier temps, mais c'est dans la chaîne de valeur, c'est quand même important. Quels sont les sujets que je retrouve là-dessus, quels sont les risques et du coup les opportunités qui en découlent. Donc on arrive, il mène à décrire quelques thématiques. On va parler en détail du changement climatique, en détail de pourquoi dans mon secteur j'ai des risques potentiels d'attractivité et de rétention des collaborateurs. Et donc ça ramène une discussion stratégique connectée au business,
Et donc ça va embarquer le dirigeant, ça va embarquer le COMEX, et l'output devrait mener à des réflexions profondes de c'est quoi ma gouvernance, qui doit leader ce projet, et derrière quels sont les plans d'action, les moyens, les ressources qui devraient être connectés in fine à des besoins clients, protection des risques dans sa chaîne d'approvisionnement, attirer ces nouveaux talents. Et donc ce sont des leviers de résilience qu'on met dans l'entreprise, de création de valeur parfois financière avérée. Et donc, c'est important de prendre l'exercice comme tel et pas simplement un exercice de compliance, parce que si vous le faites juste parce qu'il faut le faire, c'est comme de la musique. Si on lit une partition de musique mais on ne comprend pas les notes, ça ne nous dit rien. Mais une fois qu'on comprend les notes, ça commence à créer de la musique. C'est pareil pour vous. Il faut dégrossir cette réglementation pour qu'elle soit adaptée à vous, qu'elle soit votre partition de musique et que vous jouiez votre histoire. Et du coup, vous allez créer de la différenciation. Ça va commencer à faire du sens. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Parce que sinon, vous passez à côté du potentiel. Et surtout, des concurrents vont faire mieux. Et du coup, vous vont être plus attractifs que vous. Et ça va se savoir. Ça va savoir qu'ils feront mieux, puisque c'est public. Exactement. C'est ça la différence. Cette transparence, ça va être clé. Et ça va être très intéressant de voir les premiers rapports aussi qui sortent, ce qui rentre dedans, comment on peut se comparer. Et comment nous, en tant qu'investisseurs, on va aussi pouvoir instruire nos choix d'investissement d'une manière différente. Et est-ce qu'il n'y a pas déjà, si je viens un peu du côté conformité, de ceux qui luttent, qui militent pour ce côté conformité, déjà une pression des auditeurs qui se positionnent et qui vont avoir un cadre assez rigide versus justement cette approche de transformation. Est-ce que c'est quelque chose déjà que vous voyez ou pas trop encore ? On n'a pas un vrai retour d'expérience parce qu'on n'est pas encore soumis. Donc c'est 2026 sur 2025 pour les sociétés dans notre portefeuille. Mais des échos que j'ai eu notamment par rapport à notre partenaire ici et demain, c'est que aujourd'hui les auditeurs sont quand même à vouloir appliquer un process d'une manière très technique, un peu technocratique, avec des auditeurs qui ne sont pas souvent experts des enjeux. Donc on peut se retrouver expert RSE de 20 ans, se faire challenger par un auditeur financier qui rajoute ça à sa casquette, qui a peut-être 2-3 ans d'expertise. Donc on va être un peu dans d'une asymétrie, une découverte, et du coup, il faut aussi que les consultants les auditeurs qui vont venir auditer aient de l'intelligence dans les choix qui sont pris par l'entreprise, dans les explicitations qui seront faites dans ce fichier Excel, parce qu'en gros, on remplit une grande matrice qui justifie pourquoi on a défini une certaine matérialité. Donc ça va être intéressant de voir à quel point ils vont être rigides par rapport à un process qui ne réfléchit pas toujours au fond qui va derrière, parce qu'ils n'ont pas l'expertise pour le faire. Donc voilà, le marché, comme tout, c'est une nouvelle directive, va se chercher un petit peu. Et effectivement, on espère, comme tu l'as dit au début, Anne-Claire, qu'il y aura un peu on va apprendre en marchant, quelque part. Et il faut trouver le juste milieu. Et du coup, les auditeurs doivent jouer le jeu, comme les entreprises. Et donc, tout le monde, parce que finalement, comme on se l'est dit, l'objectif, c'est d'aider les sociétés à accélérer leur transformation sur ces sujets-là, parce que le monde change et qu'elles-mêmes doivent changer et qu'il y a des enjeux plus importants. Donc si on le crée trop réglementaire, compliance, c'est que du coup ça ne sert pas le sujet, mais ça le dessert, ça va impacter négativement tout ce qu'on fait. Donc il faut garder beaucoup d'intelligence et de dialogue dans ces échanges. Il faut avoir en tête aussi que le marché va de plus en plus être en demande justement de ces sociétés qui réfléchissent, qui développent un modèle résilient. Nous, on le voit à notre niveau, encore une fois, nos sociétés, elles ne sont pas forcément elles sont pas concernées directement par la directive CSRD. Mais par contre, on a un batch de fondateurs, de jeunes fondateurs qui développent des solutions hyper innovantes, d'économie circulaire, de santé mentale, etc. et qui se posent déjà ces questions-là totalement en dehors de CSRD, parce que c'est important pour eux, parce qu'ils voient le futur, parce qu'ils voient le changement climatique, parce qu'ils voient les enjeux sociétaux, parce qu'ils voient les demandes de leurs salariés et qu'ils écoutent, en fait, in fine, les demandes des parties prenantes, donc les demandes du marché. Donc c'est vrai que, comme le disaient Imen et Dominica, si vous prenez ça comme un tick de box, vous loupez totalement le sujet. Et en tant que PME ETI, à un moment, vous risquez d'avoir une petite start-up qui arrive avec un produit qui est similaire au vôtre, qui est un petit peu plus innovante, et puis qui a fait tout son exercice, et puis hop, vous passe sous le pied. Et ça, c'est très important à avoir en tête aussi. Je pense que la question de la revue, de la certification, j'ai commencé ma carrière en cabinet d'audit chez Feu Arthur Andersen, et ça remonte. Et je me souviendrai toute ma vie du premier jour de formation où on m'a expliqué que j'étais pas là pour pointer des chiffres, j'étais priée de réfléchir aux risques dont on ne me parlait pas. Et ça m'a marqué, j'avais 21 ans. Donc juste pour dire que
ce qui compte là, c'est bien sûr, il va y avoir des interlocuteurs. Il y a dans la salle ma collègue Nora, qui est l'experte chez Indéfi en matière de CSRD. Bien sûr que toutes ces équipes vont s'assurer de bien documenter, matérialiser, etc. Ok, mais comme lorsqu'on établit des états financiers, c'est pareil. Après, que fait un COMEX d'état financier? Que fait un contrôleur de gestion d'état financier? Il les fait parler, il fait tourner son business avec, et il ne s'attend pas, il ne dépend pas juste de la certification pour commencer à les regarder par le bon bout de la lorgnette. Tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment remettre de l'intention dans cette directive et le voir comme aussi un aiguillon, je pense, de l'économie européenne pour accélérer, parce que voilà, on n'a plus le temps. On est un peu compté, et là je vois aussi le temps qui tourne. Je crois qu'il nous reste 9 minutes. Quand on a le temps de questions-réponses, je crois. Eric, si aussi en quelques mots sur justement, les entreprises que vous accompagnez qui sont sous les seuils de la CSRD, est-ce qu'elles aussi elles commencent à réfléchir au sujet? Elle commence, et je pense qu'en fait on est en train de changer un peu en tout cas chez les, je vais dire de façon caricaturale, chez les meilleurs entrepreneurs, on est un peu en train de changer de paradigme dans le vocabulaire qu'on peut utiliser chez les startups. On va passer de l'agilité à l'adaptabilité. Et l'agilité, en fait, c'est slalomer entre les risques, alors qu'être adaptable, c'est les anticiper. Et c'est finalement ce qu'on va rechercher chez les entrepreneurs. Et il se trouve que dans notre portefeuille, la première société qui s'est intéressée à cette question de la CSRD, on a toute une communauté qu'on anime, qui est composée de 500 C-level dans notre portefeuille. La première société qui a posé la question sur la CSRD, il se trouve que c'était une société française qui a basculé aux US, donc qui n'est pas encore concernée par la CSRD, mais qui sera concernée en 2029, je crois, et qui en fait est déjà en train d'anticiper cette question-là. Et il se trouve que c'est aussi la société qui est la plus valorisée aujourd'hui dans notre portefeuille. Donc je pense qu'il y a vraiment une adéquation entre cette capacité des entrepreneurs à porter une vision et à anticiper, et la valorisation in fine des sociétés. Très clair. Il nous reste 7 minutes en concret les questions-réponses. On ne vient pas aborder aussi le temps, pour finir cette table ronde, de tout le sujet accompagnement. Quels outils, comment est-ce qu'on accompagne les boards? Est-ce qu'il y a une to-do particulière, ou c'est vraiment à la carte aussi? À la carte, non, parce que justement, la directive, c'est que ce n'est pas à la carte. En revanche, peut-être juste en 2 mots, nous, on a accompagné plusieurs fonds déjà, soit pour leur participation, donc, qui sont déjà soumises à la CSRD, donc de taille conséquente, des participations en Europe, soit des fonds eux-mêmes en tant que société qui commencent à s'interroger sur eux-mêmes soumis à la CSRD l'année prochaine. Bon, je pense que ce qui ressort, c'est 2 points importants. Le premier, c'est de faciliter une gestion de projet et une accumulation d'expertise rapide, et notamment l'expertise d'aller solliciter des parties prenantes, et y compris d'embarquer des CEO et des COMEX sur le fait d'aller écouter au-delà de leurs clients, pas uniquement leurs clients, parfois les organisations syndicales, parfois les employés d'une façon, bien sûr, les fournisseurs, d'une manière qui est un tout petit peu différente. Et les parties prenantes, ça peut être aussi des ONG qui sont pertinentes dans leur domaine. Un exemple quand même concret auquel je pense, c'est un fonds avec lequel on travaille, qui est un fonds pan-européen, et qui qui est vraiment mieux-disant, et qui mène chaque année une revue de la totalité de son portefeuille sur lequel on l'accompagne. Donc on fait une espèce de mapping de la performance, sustainability en social, climat, etc. Super. Décarbonation, donc chaque année ça se passe bien, tout le monde avance et tout. Bon, et puis l'une des entreprises en question, sa Chief Sustainability Officer est partie en congé maternité, il fallait avancer sur la CSRD, ils nous ont dit est-ce que vous pouvez les aider? Oui, ok. On a été mis en compétition, on a remporté le contrat, magnifique. Et en fait, ce dont l'entreprise s'est aperçue, c'est qu'une entreprise dans le domaine de la logistique, c'est que les sujets qui étaient abordés dans leur plan, leur feuille de route sustainability étaient bien sûr les mêmes en termes de revue de matérialité, etc. Mais en passant par vraiment cette matrice un peu systématique, ils se sont rendus compte qu'il y avait un sujet absolument essentiel qui était les sujets d'hygiène et sécurité, sur lesquels, en fait, ils pouvaient faire progresser de manière très significative, bien sûr, leur entreprise, mais aussi leurs clients. Et donc là-dessus, c'est
par le caractère systématique que ça a permis finalement d'aller très au-delà de ce qui se faisait habituellement pour une entreprise pourtant a priori mieux-disante. Donc voilà deux petits exemples concrets que je voulais partager. Super. Pour terminer, avant les questions-réponses, je voulais vous faire réagir sur une étude qui est sortie en début de semaine de Price, une étude mondiale conduite auprès de plus de 500 entreprises. Et il y avait quelques points intéressants, notamment les bénéfices de la mise en œuvre de la CSRD. Dans le top 3, il y avait une meilleure performance environnementale, une meilleure intégration de l'engagement avec les parties prenantes internes, externes, l'atténuation des risques, ça c'est le côté bénéfice. Côté obstacle, c'était la qualité et disponibilité de la donnée, la complexité du concept de chaîne de valeur. Et le troisième, j'oublie, je crois que c'était par rapport à la taxonomie de mémoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce top 3 bénéfices et obstacles Enfin, je pense que c'est un constat. J'ai du mal parce qu'on est dedans, hein, donc je pense que ça paraît plutôt bien tenir la route. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je suis convaincue que c'est important de bien prendre le temps de faire l'exercice de la CSRD. Déjà, la réglementation le demande. Je pense que c'est utile pour une entreprise, si elle peut, de se faire accompagner parce qu'il y a des façons de se poser des questions, il y a des mécanismes de réflexion qui vont justement permettre, à ce qu'expliquait Imen, d'aller plus loin parfois que la réflexion. Et ce n'est pas la première fois que j'entends, quand on a fait l'exercice de la CSRD, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet clé qui n'était pas traité comme il devait l'être. Ça a permis de me faire prendre conscience aussi au top management de ça et de toute la méthodologie qui est derrière. Donc je pense que prendre le temps et de en faire un projet d'entreprise et de mettre en place la gouvernance et de le travailler de manière récurrente. Donc c'est vrai que c'est pour ça que chez nous, chez Seven2, on a choisi d'être accompagné par un partenaire. On en fait un partenaire parce que moi, je suis convaincue que c'est ensemble qu'on travaille mieux et qu'il faut que le partenaire nous aide de manière pragmatique à faire comprendre aux entreprises du portefeuille qui sont plus loin de ces sujets, mais qui vont forcément devoir le mettre en œuvre et l'appliquer à leur entreprise, de pouvoir avoir cet échange pédagogique. Ça passe par expliquer ce qu'il y a derrière, expliquer son entreprise, sa chaîne de valeur, les enjeux, les risques, pour arriver à ces sujets clés. Et puis ensuite se dire, j'ai des sujets clés, mais après, il y a des indicateurs réglementaires. Il y a ce que je fais dans l'entreprise, où sont les gaps et comment je le rends de plus en plus opérationnel de manière progressive. Donc il faut prendre le temps de faire ça bien, parce que ça va être hyper structurant sur ce que vous ferez par la suite dans une entreprise. Et donc effectivement, on sait bien qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les données, on n'a pas les outils pour faire remonter les informations. Donc du constat théorique, on va arriver à des choses très opérationnelles qu'il va falloir mettre en place. Et avec le temps, de manière progressive, comme on se l'a déjà dit, on va arriver à des données de plus en plus fiables, dont on pourra communiquer de manière de plus en plus robuste. Et c'est ça qui sera la force de tout cet outil, comme on a pu voir avec les données financières aussi. Donc elles diront des choses, elles seront comparables. Elles se connecteront à la création de valeur, elles seront dans le plan stratégique de l'entreprise. Mais il faut prendre le temps de bien le faire. Et ça va demander du travail en interne aussi pour renforcer ces process de qualité, former les gens sur ces enjeux-là. Garant, une minute. En très rapide, je n'ai pas lu le sondage, mais j'aurais rajouté aussi dans la partie organisationnelle qui est en charge de le faire. Parce que pour avoir regardé d'un point de vue investisseur des solutions logicielles qui s'occupaient de la collecte, donc type Greenly, mais je laisserai Greenly faire sa communication tout à l'heure, dans les rêve calls que j'ai pu faire auprès de certains groupes, effectivement, c'était encore flou. Alors, encore plus dans des groupes qui étaient avec beaucoup de filiales. Est-ce que c'est le CFO? Est-ce que les décisions se font au niveau des filiales, au niveau du groupe? Est-ce que chacun va avoir une solution unique? Est-ce que donc CFO ou responsable RSE? Ça, c'était des questions qui ressortaient pas mal, et on sentait que chez pas mal de grands groupes quand même, c'était encore, voilà, ils étaient en train d'entamer une belle nage, voilà. Oui, il y a un dernier point. Je suis surprise que dans les bénéfices, mais peut-être que ça viendra, dans les bénéfices attendus, il n'y ait pas le fait de prendre le temps de se reposer de fond sur le modèle économique et donc de trouver plus facilement potentiellement de la valeur, bien sûr financière, mais aussi sociale et environnementale, et donc de se poser parfois des questions douloureuses. Je suis étonnée parce que finalement, de fait, tu vois, ces discussions-là, elles amènent à se reposer l'utilité de telle ligne de service, de tel business, de telle filiale, et de se poser des questions peut-être parfois pas évidentes, mais au bénéfice de l'autre côté de soit bien sûr la valeur de revente ou l'accès à des financements peut-être différents. Et donc je me serais attendue à ce bénéfice-là, mais peut-être l'année prochaine. Ça va être considéré comme un actif échoué. On n'y est pas encore aux actifs échoués, on n'y est pas encore.
Ouais, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est dans les opportunités. Donc, on voyait vraiment la vision très directe et très, très, très simple de la CSRD. Meilleure gestion des risques environnementaux, meilleure gestion des risques sociaux. Et tout en bas, on avait meilleure gestion de ma top line, meilleure gestion de mes coûts. Et je pense que la CSRD aura rempli son office au moment en fait, où, à la réponse à ce sondage, on arrivera à meilleure gestion des coûts, meilleure gestion de ma top line, en fait, dans les premières opportunités à laquelle répond la CSRD. Je pense que c'est vraiment ma vision aujourd'hui de cette directive. Ça n'aura pas marché si on n'a pas réussi à faire ça. Ça sera un énorme échec, on peut le dire. Guérin, je vois qu'on est dans le temps rouge négatif, moins 40 secondes. On a commencé en retard. Ah. Bon, parfaite du timing et pour le son, merci à la régie. Quelques questions, y a-t-il une question dans la salle? Alors, il y a les deux bras levés, c'est un de trop. Hein. Monsieur, on va vous donner le micro. Oui, merci pour ces échanges. Guillaume Adjiman, je suis ambassadeur d'un lieu Green Tech qui a ouvert il y a 15 jours de 55 000 m² à Nanterre, sur le passage à l'échelle industrielle des Green Tech. Ma question, j'étais il y a 15 jours à un événement à Biarritz qui s'appelait Wave of Changes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, autour de la Blue Economy. Et en fait, on a beaucoup abordé, on a peu entendu parler là, des ratios de rentabilité donc sur la transition. Et la question était la suivante, c'est comment les fonds ont adapté ou sont en train d'adapter justement leur mécanique de ratio de rentabilité classique et la trajectoire d'investissement aujourd'hui, et pour se projeter sur des nouvelles thématiques d'investissement, en abandonnant peut-être les ratios classiques qu'on a l'habitude de voir. Merci beaucoup. Juste pour préciser sur la partie ratio rentabilité, tu penses au TRI attendu des fonds, pas du tout? D'accord, ok, ça marche. Okay. Après, nous, c'est plutôt une conviction, c'est qu'en étant investisseur impact, on a quand même la conviction que les sujets qui sont liés au climat, à la santé ou à l'éducation sont des sujets critiques pour la société. Et donc, j'ai pas envie d'opposer la performance financière et la performance d'impact. Et ce que j'ai pu voir, en tout cas, quand on regarde le marché, notamment en 2023 sur les levées de fonds, on se rend compte que dans les top 10 des levées de fonds, finalement, c'est 50% des sociétés qui sont des sociétés qui se positionnent sur des thématiques critiques pour la société. Et j'arrive pas à imaginer que, peu importe les raisons pour lesquelles les investisseurs y vont, j'arrive pas à imaginer que l'argent ne va pas se diriger vers ces thématiques et donc retrouver cet équilibre impact et rentabilité. Je pense qu'au-delà des critères, parce que l'un des critères clés, c'est le TRI, et le TRI, c'est une fonction du temps. Et je pense que malheureusement, c'est là où le bas blesse, c'est que développer des entreprises qui ont des modèles économiques et des modèles d'impact qui prennent le temps de résoudre des problèmes de fond qui sont parfois complexes et qui dépassent bien au-delà, qui vont bien au-delà du périmètre d'une seule entreprise, c'est pas évident. Les clients des fonds d'investissement, ceux dont ils gèrent l'argent, donc les investisseurs institutionnels, etc., restent assez réservés pour l'instant sur des structurations de véhicules au-delà de 10 ans. Mais il y a quand même un mouvement de fonds qui commence avec des réflexions sur cette question du temps, et un fonds comme 2050, pour ne pas les nommer, essaie de faire des choses innovantes. Il y en a d'autres ailleurs en Europe. Maintenant, je pense que il faut qu'on arrive à sortir de cette discussion sur le fait de se préoccuper strictement de petits ratios et plutôt de regarder quelle est la valeur stratégique et quelle est l'intensité de la réponse apportée à tel ou tel problème. Parce qu'à notre sens, c'est là où les fonds qui viendront en tour suivant ou bien les corporates pourront valoriser au maximum ce type d'entreprise. Merci pour la question. Merci. Il y avait une deuxième question au fond de la salle. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Madame? Non? Je ne vois pas très bien. Donc on va repasser la question à monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. La question posée était dans quelle mesure la CSRD vient challenger les pratiques de marché pour permettre la transition. Et on a eu la première partie de la réponse avec les pratiques de marché, donc j'ai un peu vu comment ça pouvait créer de la valeur, de la performance extra-financière, des avantages concurrentiels. Par contre, je reste un peu sur ma faim sur la deuxième partie de la question pour permettre la transition, puisqu'on ne l'a pas définie. Et du coup, quelle est votre définition de la transition? Est-ce que c'est la croissance verte? Est-ce que c'est la transition de Jean Covici? Est-ce que c'est la transition de Timothée Parric? De quelle transition on parle? Et du coup, comment la CSRD, au-delà d'être une opportunité pour les entreprises, est une opportunité d'avoir une planète dans laquelle nos enfants pourront grandir?
Belle question. On n'avait pas abordé la question des enfants. Allez-y, je vous en prie. Moi, il faut y aller, là. Oui, non, super. Super, non, mais attendez, c'est ça la vraie question, et je pense que merci, parce que vous faites écho au début de ma discussion du début, qui est de reconnaître qu'on entre dans une nouvelle ère climatique. Donc oui, à 100% sur la profondeur de la question. Donc, les façons, alors c'est pour permettre la transition. Alors quelle transition ? Je pense que les investisseurs financiers aujourd'hui, en fonction du type de mandat qu'ils ont en termes de nature de gestion de l'argent qui leur est confié, se placent sur un continuum. Vous avez des gens qui sont en train de manière très décidée, qui travaillent sur des choses comme le steward ownership, qui sont décidément au service de modèles de décroissance, de modèles de post-croissance, qui remettent en cause la propriété privée, qui remettent en cause une gouvernance hiérarchique. Donc là, c'est, disons, le bout du continuum. Okay, et c'est des mouvements qui émergent en Europe. Il y a plusieurs fondations autour de ça qui font des choses extrêmement intéressantes et inspirantes. De l'autre côté du continuum, il y a des acteurs qui essaient plutôt de réduire la quantité de dommages que leur modèle économique ou leur façon d'opérer est en train de réaliser. Et vous l'avez peut-être lu entre les lignes dans ma petite provocation du début sur la CSRD, la mal nommée. Je pense que accélérer massivement la transition par la transparence et par l'interpellation notamment des parties prenantes et de la société civile, je pense que c'est l'un des effets peut-être souhaités, mais en tout cas, je l'espère, réels de cette directive. Merci pour la question. Merci pour la question. Je suis désolé, je dois respecter le timing. Table ronde absolument passionnante. Je vais en retirer 2-3 phrases clés. La première, vous l'avez dit, c'est pas du reporting, c'est de la transparence. Et la transparence doit être vécue comme un moteur. Comme un moteur de transformation. Après, c'est création de valeur. C'est pas là aussi. On repense le modèle, la top line. L'accès au marché, l'accès aux appels d'offres, c'était mis. Et puis potentiellement, alors vous êtes des fonds, potentiellement la possibilité de trouver un acquéreur pour la société. Et après, j'ai quelques belles phrases. C'est comme la musique, il ne faut pas simplement lire les notes, il faut prendre la partition. Et puis, il faut réfléchir aux risques que l'on ne voit pas. Et la dernière question, il faut bien se poser la question de la transition. Merci à toutes, merci à tous.